J'ai peur que cette caméra tombe. Si vous voyez l'installation que j'ai faite pour qu'elle arrive à la hauteur de mon visage. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner et que je filme en extérieur parce qu'il fait beau, c'est l'été, donc on en profite. Je m'excuse d'avance parce que j'ai pas de micro, donc si on entend le vent souffler un peu tout au long de la vidéo, c'est normal. Je vais peut-être bientôt investir dans un micro quand j'aurai récolté assez d'argent pour ça, c'est-à-dire pas avant la fin de l'été malheureusement. Du coup, je suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo qui marque l'ouverture d'une nouvelle série que l'on va retrouver plusieurs fois sur ma chaîne, qui va être les portraits d'icônes de mode, bien entendu. J'ai envie en fait tout simplement de vous parler de personnalités qui sont ou pas issues du monde de la mode et de vous dire pourquoi et en quoi selon moi ces personnes-là ont marqué le monde de la mode. Et en fait mon idée c'était d'avoir plein d'icônes de mode très différentes et très variées, c'est-à-dire d'avoir des personnes issues de backgrounds hyper différents, des personnes qui travaillent dans la mode, d'autres pas du tout, des personnes déjà décédées et d'autres encore vivantes, plus actuelles. En fait d'avoir une espèce de panorama des styles et des influences qu'on peut avoir dans la mode. J'ai trop peur pour cette caméra, il faut que je change mon système. Attendez. Donc pour ce premier épisode de cette nouvelle série, d'ailleurs dites-moi en commentaire quels personnages, quelles icônes que vous avez et dont vous aimeriez que je parle peut-être dans cette série de vidéos. Je serais ravie d'en apprendre plus sur vos icônes à vous. Aujourd'hui on commence avec une femme qui est née dans les années 20 et qui est décédée au mois de juin, donc c'est assez actuel parce qu'elle est morte il n'y a même pas un mois, et qui s'appelle Gloria Vanderbilt. La vidéo elle va s'organiser en 3 temps. D'abord je vais vous parler de ma découverte, comment j'en suis venue à connaître cette femme et pourquoi elle m'inspire. Ensuite je vais vous parler de son parcours, de sa vie, sa carrière. Et enfin je vais parler de l'héritage qu'elle nous a laissé et pourquoi je pense que c'est une icône de mode aujourd'hui. Voilà. Commençons. Comment j'ai connu cette fameuse Gloria Vanderbilt? Alors je regardais les courts-métrages réalisés par Karl Lagerfeld pour Chanel. Karl Lagerfeld était photographe pour Chanel et il a réalisé un certain nombre de courts-métrages qu'on peut d'ailleurs retrouver sur la chaîne YouTube Chanel. Dans ce court-métrage qui s'appelle Once Upon a Time, il y a une femme qui est interprétée par Lindsay Wixon, qui est mon mannequin préféré. J'adore cette mannequin, trop inspirante, et cette femme s'appelle Miss Vanderbilt. Et je me suis dit en regardant le court-métrage, qu'est-ce qu'elle a l'air chic, elle a l'air d'avoir joué un certain rôle dans la mode des années 10-20, et j'ai commencé à me documenter sur cette Miss Vanderbilt. Et en fait cette Miss Vanderbilt c'est la mère de Gloria Vanderbilt dont on fait l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Cette certaine Miss Vanderbilt qui s'appelle en réalité Gloria Morgan Vanderbilt, c'est donc une femme qui est née en Suisse, fille d'un diplomate états-unien, famille très riche. Elle était très connue de la haute société parce qu'elle était assez pionnière du point de vue du style. C'est elle la première qui a investi et cru en Coco Chanel. C'était une femme à fort caractère qui était très connue avec sa sœur jumelle Thelma parce qu'elles ont commencé à faire des petits rôles dans les films muets du fin des années 10, début des années 20 je pense. Et en fait, puisqu'elles étaient toutes les deux très belles et très élégantes, elles ont tout de suite attiré l'œil de toutes les personnalités mondaines de l'époque, notamment le photographe Cecil Beaton qui est quand même extrêmement connu et qui a parlé de manière vraiment très élogieuse de ses deux sœurs. Gloria Morgan Vanderbilt s'est mariée au très cher Reginald Claypool Vanderbilt, qui était alors son aîné de presque 30 ans il me semble, et qui est lui l'héritier d'une famille néo-aristocrate états-unienne qui a investi dans le chemin de fer quand les États-Unis s'est industrialisé, donc une famille extrêmement riche d'héritiers. Et tous les deux ils ont eu une fille qui est Gloria Vanderbilt, nommée d'après sa mère. C'est de ce court-métrage réalisé par Karl Lagerfeld que j'en suis venue à faire connaissance de Gloria Vanderbilt. I'll take everything. I'll send for my secretary. By the way, I'm Miss Vanderbilt. Maintenant, qui est-elle? Les médias l'appelaient la
pour Little Rich Girl parce que bien évidemment elle est née en 1924, en 1925 son père est mort et elle a hérité directement de 4 millions de dollars à 1 an. Mais elle a eu une enfance marquée par des événements plutôt traumatisant. Une fois que son père est mort, sa mère a profité de l'argent que son père avait réservé pour Gloria, et sauf qu'elle l'a dilapidé comme ça parce qu'elle vivait la grande vie entre Paris, Biarritz, Londres et la Riviera, donc forcément la mère n'était pas là pour s'occuper de sa fille Gloria. Au final, Gloria a été éduquée par sa nourrice, sa gouvernante totalement. Gloria un jour décide de passer l'été chez sa tante Gertrude Vanderbilt Whitney, qui était sculptrice. Cette femme, Gertrude, commence à s'occuper de cette petite fille Gloria, à l'aimer beaucoup, et elle se rend compte que la mère de Gloria n'est pas vraiment présente dans la vie de sa fille, qui a alors 10 ans. Et elle se dit, mais en fait, cette mère, c'est pas une vraie mère, elle vit une vie de débauche, elle fait la fête aux 4 coins de l'Europe, c'est pas possible, il faut que je m'occupe de Gloria. S'ensuit un énorme procès suivi par tous les tabloïds de l'époque. Gloria n'a que 10 ans, elle va être très marquée par cette affaire parce que sa mère et sa tante se sont disputées sa garde. Finalement, en fait, on a découvert que la mère de Gloria était en fait lesbienne, ce qui était évidemment à l'époque très très mal vu, c'était un signe de décadence totale, et donc la tante Gertrude a pu récupérer la garde de cette petite. Gloria est donc allée rejoindre sa tante à Old Westbury, finir son lycée, et dans son lycée elle est assez contente, elle découvre finalement un intérêt pour les arts, pour le théâtre et pour l'écriture, mais à 17 ans elle en a marre finalement, pourquoi se faire chier à faire des études, elle décide de se casser de sa tante et de rejoindre sa mère à Beverly Hills, vivre la fast life, la belle vie. Là-bas bien sûr elle fait fureur, elle est super mignonne, elle a du style, elle a du cachet, elle a du caractère, et donc elle rencontre un homme, seulement 17 ans, c'est un agent d'acteur californien qui s'appelle Pasquale Di Cecco. Donc elle l'épouse en 1941 et ils divorcent en 1944 après avoir passé 4 ans ensemble, et en fait pendant ces 4 ans de mariage elle s'est fait taper dessus tout le long. Elle a été femme battue pendant 4 ans, victime de cet homme. En 1945 elle se casse, elle le quitte et elle se case avec un autre mec. Ah oui, il y a beaucoup de mariages dans sa vie. Donc elle va épouser un certain Stokowski qui était un chef d'orchestre polonais. Elle reste avec ce Stokowski pendant 10 ans, ils ont 2 enfants ensemble, mais ils se séparent 10 ans après leur mariage en 1945. Dans les années 50, elle commence en même temps, après ce divorce, à peindre. Donc ce qu'elle fait en peinture, c'est assez abstrait mais ça reste du figuratif, et elle va pas mal évoluer pendant toute sa carrière. Il y a des peintures que moi je trouve très belles, et après il y a des fois où j'ai l'impression qu'elle utilise plus du crayon, où j'aime un peu moins, mais en tout cas c'est quelque chose qu'elle a étudié à New York et qui va rester tout au long de sa vie. En fait elle va raconter sa vie en images et en peinture. En 1956 elle se remarie pour la 3e fois à un certain monsieur Lumet, mais ils vont divorcer quelques années plus tard, donc rien de très spécial à dire à ce sujet là. En 63, l'année de son divorce avec Lumet, elle se marie à un certain Cooper qui était un écrivain, et elle va dire dans de nombreuses interviews que c'est avec cet homme là qu'elle a vécu ses plus belles années de mariage. Elle a été épanouie et heureuse, et ensemble ils ont eu 2 fils. Et elle restera avec cet homme jusqu'en 2011. Il va mourir lors d'une transplantation de cœur, je ne sais plus, mais il meurt dans une opération en 2011. C'est pendant les années 70, tandis qu'elle vient de se mettre avec ce Mr. Cooper, qu'elle va finalement devenir une véritable businesswoman grâce à sa marque, qui est la marque Gloria Vanderbilt, une marque de jeans. La première, ou en tout cas l'une des premières, à faire du jean une pièce phare du vestiaire féminin, parce que avant elle, il y avait beaucoup de marques de jeans mais qui étaient exclusivement masculines, et elle a fait un carton avec sa marque. Tout le monde portait les jeans Gloria Vanderbilt. C'était
hyper populaire. Ça a si bien marché qu'elle a étendu sa marque en faisant des accessoires, en faisant des parfums. Elle les signait toujours avec un signe qui était un peu sa marque de fabrique. Au début des années 80, ça commence à moins marcher parce que dans les années 80, il y a beaucoup plus de compétition dans le prêt-à-porter, donc c'est pas évident de tenir le rythme. Et donc elle finit par revendre sa boîte après avoir quand même été l'une des stylistes les plus influentes des années 70, concrètement aux États-Unis du moins. À côté de son business fashion, elle continue d'écrire. Elle écrit pour le Times, pour le Vanity Fair, pour Elle. Et à côté, elle écrit aussi ses romans, ses nouvelles. Elle écrit beaucoup de récits autobiographiques dans lesquels elle parle de passages assez traumatisants de sa vie. Elle a notamment écrit A Mother's Story, A Mother's Story, qui revient sur l'épisode le plus traumatisant de son existence probablement, qui est le suicide de son fils Carter Cooper, en 1988, qui s'est défenestré devant elle dans leur penthouse. Elle a aussi écrit en 2004 un autre récit autobiographique qui s'intitule It Seemed Important at the Time. Elle raconte toutes ses histoires d'amour parce qu'elle a eu une vie amoureuse trépidante. Malgré ses 4 mariages, elle a eu énormément d'amants à côté. Et quand j'entends amants, j'entends Frank Sinatra, Marlon Brando, Kelly, enfin toutes les légendes hollywoodiennes sont passées dans son lit. Et donc elle a raconté de manière très érotique, très assumée, c'était un conte érotique en fait, ces histoires d'amour là et finalement sa quête d'amour qui revient toujours à sa mère puisqu'elle n'a pas eu l'amour maternel dont elle avait besoin et finalement elle a dit dans de nombreuses interviews qu'elle pardonnait sa mère malgré tout. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'une telle personne? Parce qu'il y a de nombreuses choses de sa vie qui peuvent nous inspirer aujourd'hui dans la mode mais aussi dans notre manière d'être. Et finalement la mode c'est une manière d'être, c'est une allure, donc c'est pour ça que les deux se rejoignent selon moi. D'abord c'est une vie de luxe et le glamour, donc forcément c'est quelque chose qui attire et qui fait vendre bien sûr. Elle a été très riche dès la naissance mais elle a aussi été intégrée à un nombre de scandales indéfinissables, elle a fraudé donc elle a dû payer pour les impôts qu'elle avait pas payés, il me semble, enfin il y a eu des histoires pas possibles. La liste de ses amants à n'en plus finir, c'était quand même quelque chose d'assez culotté pour une femme que de l'assumer et même de s'en vanter de la manière dont elle l'a fait à une époque où le plaisir féminin et le désir des femmes étaient plutôt réprimandés. Je pense qu'elle est extrêmement inspirante de ce point de vue-là. Elle parle de sa sexualité de manière très libre, ça a été l'une des premières justement à exprimer la sexualité comme étant le lieu des possibles pour une femme et comme étant un moment dans la vie d'une femme clé puisque c'est le moment où finalement on peut enfin se sentir en confiance parce qu'elle a toujours dit qu'elle avait pas du tout confiance en elle, qu'elle se trouvait pas bien. So sex really was something that really saved me. I mean, it gave me a sense of myself. I had very low self-esteem, no confidence at all. And the minute boys came into the picture, it absolutely changed my life. C'est par ses aventures sexuelles qu'elle a réussi finalement à s'intégrer à un cercle et à se trouver une individualité propre. Et c'est un message hyper fort pour une femme qui est née dans les années 20, moi je trouve. Enfin, c'est très courageux à elle de dire ça. Du point de vue du style, elle avait le style jet set dans toute sa splendeur avec beaucoup de bijoux, des très belles robes, des très beaux tailleurs, de prêt-à-porter et de couture. Mais malgré tout, il y avait une certaine audace, une certaine franchise dans son regard. D'ailleurs, elle a inspiré Truman Capote qui a écrit Breakfast at Tiffany's. Donc c'était une nouvelle à l'origine. Il a dit que c'était Gloria Vanderbilt qui avait inspiré son personnage Holly Golightly joué par Audrey Hepburn quand le film sera réalisé au grand écran. Et c'est donc Gloria Vanderbilt qui a inspiré ce personnage-là, qui est en fait une femme mondaine, désœuvrée puisqu'elle ne travaille pas vraiment, elle s'essaye à plusieurs activités mais elle n'a pas de poste régulier, qui s'amuse à courtiser les hommes riches sans jamais vouloir pourtant donner son cœur. Et finalement c'est vrai que la vie de Vanderbilt se retrouve un peu dans ce schéma-là, même si elle sort complètement des sentiers et qu'on ne peut pas la cloisonner à un simple personnage de cinéma bien entendu. Et finalement je trouve qu'elle est aussi
extrêmement inspirante parce que c'était un esprit libre et qu'elle avait une force de conviction qui a dépassé tous les épisodes traumatisants et traumatiques qu'elle a pu vivre tout au long de sa vie en fait. C'est une femme, quand on l'écoute en interview, qui est absolument sublime, qui est très lucide sur ce qu'elle a vécu, sur son héritage aussi. Après tout ce qu'elle peut avoir d'énervant avec ce qu'elle représente, puisque c'est une héritière d'une famille néo-aristocratique états-unienne qui a vécu de soirée en soirée, qui a vécu un peu dans des cercles très élitistes. Elle a quand même un parcours en tant que femme et en tant qu'icône de mode qui est peu reconnu aujourd'hui, je trouve, alors que quand on commence à entrer dans son art, dans les poèmes qu'elle a pu écrire ou dans les peintures qu'elle a faites, même dans ses récits autobiographiques et dans son style, dans sa manière d'être et de se présenter au monde, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement original et de singulier. Et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir quelqu'un, que vous avez eu envie peut-être de regarder un peu plus précisément sa vie. Commentez aussi les icônes de mode que vous aimeriez que j'analyse dans mes futures vidéos. Moi j'ai plein d'idées, mais ça me ferait très plaisir de parler des vôtres aussi. Et puis on se retrouve sur mon blog ou sur ma page Insta pour un nouvel article, pour un nouveau post, pour une nouvelle vidéo aussi prochainement. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis on se dit à très bientôt. Bisous!